Salut Manuela, comment tu vas? Salut Inès. Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Tu peux nous dire un peu qui tu es? D'où est-ce que tu viens déjà? Donc, je viens de Roumanie, mais j'ai commencé à apprendre l'espéranto à l'étranger pendant mes études. D'abord pendant mon master en médiation interculturelle en France, en Belgique et au Brésil. Et puis pendant mes volontariats, entre autres à Toulouse et à Rotterdam. Et maintenant, j'étudie anthropologie et histoire à l'université de St Andrews en Écosse, où on a une petite recherche, une petite équipe de recherche sur l'espéranto. Tu as été volontaire à Toulouse, à Ecotso. Oui, je fais un service civique à Ecotso il y a quelques ans déjà. Ok. Donc actuellement, tu fais des recherches à l'université Saint-Andrew. Tu veux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc, le projet Espéranto et internationalisme a commencé l'année dernière comme une initiative du professeur Bernhard Struck à l'Institut pour l'histoire spatiale et transnationale. On a une petite équipe de recherche qui étudie divers aspects du mouvement espérantiste, les débuts du mouvement espérantiste surtout. Moi, je suis dans l'équipe surtout pour l'aspect anthropologique. J'étudie sur la nouvelle génération d'espérantistes, les millennials, en français les milléniaux, la génération Y, donc le locuteur d'espéranto d'aujourd'hui. On s'intéresse à divers aspects du mouvement espérantiste, les réseaux, les connexions. On essaie d'aller au-delà des cadres nationaux, au-delà des historiographies nationales. On étudie les relations qui existent entre les espérantistes. On a plusieurs régions d'intérêt pour ce projet. Il y a la Bohème, la péninsule ibérique, il y a la Pologne. J'ai comme centre d'intérêt le Brésil et le mouvement espérantiste brésilien. D'aujourd'hui, du coup, contemporain. Oui, mais aussi en perspective historique. On essaie de connaître la perspective des milléniaux et de voir s'ils ont les mêmes agendas, les mêmes motivations, les mêmes intérêts que les générations d'avant. T'as trouvé quelque chose déjà? Ça fait un an que tu es sur le travail, si j'ai bien compris. Ça fait un peu moins d'un an, en fait. J'ai commencé en septembre l'année dernière. J'ai pas encore pu aller au Brésil pour faire le travail du terrain pour cette recherche. Ça devrait durer un an. Mais pour le moment, je suis encore en Écosse. Donc, je peux consulter les sources qu'il y a ici dans les archives plutôt pour le moment. On est au début de ce projet de recherche pour le moment. Ok. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Tu as fait quoi avant cette thèse? J'ai fait un master en médiation interculturelle à l'Université de Lille. C'était un programme Erasmus international, donc j'ai pu aussi étudier pendant ce master à l'Université de Louvain en Belgique et à l'Université de Rio de Janeiro au Brésil, où j'ai pu connaître pour la première fois le mouvement espérantiste brésilien. Et alors, j'ai décidé d'écrire ma thèse de master sur l'espéranto entre idées universelles et pratiques culturelles locales, donc basées sur des cas français, belges et brésiliens. C'est mon premier contact avec l'espéranto. Maintenant, disons que j'ai un peu plus d'expérience, je connais un peu plus le mouvement espérantiste. Aussi après des volontariats, je reviens avec un peu plus de connaissances maintenant pour participer à une équipe de recherche espérantologue. Et c'est financé par qui ce travail-là? Donc, il y a divers schémas de financement pour notre équipe de recherche. C'est l'Université de St. Andrews et aussi, ça dépend parce qu'on est plusieurs étudiants dans le projet. Il y a aussi du financement du Luxembourg pour un de nos collègues. Il y a aussi une bourse allemande pour un de nos collègues qui vient de l'Allemagne, mais qui va rechercher sur la Pologne, aussi avec les liens avec l'Allemagne. Oui, c'est un peu divers. Je vois ça, ouais. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse de faire ces études-là en particulier? Tu penses que ça apporte quoi? Est-ce que ça apporte au monde espérantiste? Est-ce que ça apporte au monde en général? Quand on pense à l'histoire, on pense aux histoires nationales écrites dans des cadres nationalistes. Le projet de s'entendre est de présenter une histoire transnationale au-delà des frontières, de voir les connexions qui existent et qui peut-être ont été négligées, ignorées dans les histoires traditionnelles. Et le mouvement espérantiste, c'est justement un sujet très propice, ça existe en français. Oui, oui. C'est un sujet parfait pour ce type de recherche. C'est une communauté totalement ouverte, une communauté
au-delà des frontières, une communauté qui a des réseaux, qui a des moyens de communication et qui permet de rechercher l'histoire transnationale. Le programme de Saint-Andrews, ça m'a interpellée parce que j'étais en contact avec des jeunes espérantistes. C'était une recherche tournée aux jeunes espérantistes, aux jeunes espérantophones, pour comprendre les motivations d'aujourd'hui et pour comprendre aussi les raisons pour lesquelles les jeunes aujourd'hui apprennent l'espéranto sont les mêmes. C'est toujours les agendas internationalistes ou si c'est autre chose. Avant de te connaître, je savais pas du tout que ça existait des recherches sur l'espéranto et je saurais pas par où commencer si je souhaitais moi-même mener des recherches sur l'espéranto. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres recherches actuellement menées? Est-ce que tu sais s'il y a des projets en cours? Pour se renseigner sur les programmes sur l'espéranto, consulter par exemple la page de Esperantic Studies Foundation, où tu vas voir beaucoup d'initiatives tournées sur l'espéranto et les possibilités, les opportunités pour étudier sur l'espéranto en milieu académique. Il y a aussi un programme en Pologne, à Poznan, sur l'espéranto et l'interlinguistique, qui aussi donne la possibilité d'avoir un diplôme. Et puis, il y a toujours la possibilité de tourner vers un professeur, même si ce n'est pas un espérantologue, et de lui proposer de faire une recherche anthropologique. C'est ça ce que je fais, par exemple, dans mon master, mon première recherche sur l'espéranto, qui n'était pas directement liée à l'espéranto. C'était un projet de médiation interculturelle. C'est un programme tourné sur les mobilités, les conflits, les migrations et la communication. C'est alors que j'ai décidé de prendre l'espéranto comme un sujet qui m'intéressait personnellement. J'ai trouvé assez de soutien des professeurs, donc ça m'a encouragé de continuer. Ok, donc toi c'est de l'anthropo. Je crois qu'il y a un de tes collègues qui fait de l'histoire. C'est un sujet qui peut être abordé de manière pluridisciplinaire avec plusieurs pôles, anthropologie, sociologie, histoire. Je trouve ça intéressant aussi que vous soyez pas tous des historiens dans votre équipe. Il y a deux qui font de l'histoire. Enfin, toute l'équipe, c'est des historiens. C'est que moi qui est l'anthropologue. C'est intéressant parce qu'au Royaume-Uni, par exemple, il y a plusieurs universités où on peut rechercher sur l'espéranto. Donc, comme j'ai dit, il y a maintenant St. Andrews, mais il y a eu aussi des chercheurs aux universités de Manchester, de Liverpool, d'Essex. Tu penses qu'il faudrait plus de recherches sur l'espéranto? Je pense que c'est une communauté très intéressante qui a été recherchée. Il y a beaucoup d'études sur l'espéranto du point de vue linguistique. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a toute une communauté qui mérite l'intérêt des anthropologues, l'intérêt des historiens. C'est aussi un champ de recherche peut-être pour les études sur la programmation et les langues. Il y a beaucoup de perspectives avec l'espéranto. Tu aurais quelque chose à rajouter? Je participe aussi dans l'administration de la communauté Global Voices Esperanto où on traduit des nouvelles de tout le monde en espéranto et aussi dans une cinquantaine d'autres langues. C'est des nouvelles qui viennent des médias citoyens où on peut découvrir des aspects qui ont été négligés dans les médias traditionnels, des communautés indigènes. C'est un lieu pour s'entraîner aussi à la traduction. Je suis traductrice pour Global Voices Esperanto depuis quelques années. On a une belle équipe très internationale, très dynamique. Ça me fait plaisir de traduire et de lire des articles. En fait, tu as plusieurs casquettes. Tu contribues à l'amélioration du monde espéranto de différentes manières avec tes recherches à l'université, dans ce projet de Global Voices, en étant volontaire à Toulouse, à Rotterdam. C'était des différentes expériences, c'était aussi différents continents. Oui, c'était un peu varié, quoi. Oui, et je trouve que tu es très impliquée. Alors, je ne l'étais pas au début, franchement. Quand j'ai commencé à apprendre l'espéranto et quand j'ai fait mon travail de master sur l'espéranto, je me considérais espérantophone, mais pas espérantiste. Je me considérais pas comme quelqu'un de la communauté. Quand je me considérais espérantiste, moi, je me sentais universitaire qui venait rechercher, donc je sentais pas que j'appartenais même à la communauté. Mais puis, j'ai découvert que j'aime bien ça, j'aime bien la communauté et les idéaux. C'est pour ça que j'ai continué à participer aussi comme volontaire. Maintenant, oui, je participe à des niveaux différents dans la communauté espérantiste. Je connaissais pas du tout la distinction entre espérantophone et espérantiste. Je connaissais les deux mots, mais je les pensais un peu équivalents. Oui, dans la pratique, sont utilisés comme des synonymes, mais tu vois, iste, le suffixe iste, quand tu parles de, je sais pas, anarchiste, communiste, idéaliste, c'est toujours une idéologie qui vient avec le isme à la fin. Quand tu parles espérantisme, c'est quelqu'un qui partage
pas que la langue, mais aussi la interna ideo, donc l'idée interne de l'espéranto, les idéaux. C'est quelqu'un qui va au-delà de la pratique de la langue espéranto. Oui, il y a beaucoup de gens qui apprennent l'espéranto à Duolingo, mais est-ce que ça les fait des espérantistes? Franchement, je sais pas si c'est le cas. Il y a des gens qui apprennent la langue, mais n'entrent jamais dans la communauté. Donc, ils restent des locuteurs de la langue sans pour autant avoir peut-être cette identité ou cette identification avec la communauté. C'est le plaisir de découvrir une langue. Il y a tellement de créateurs de langues imaginaires. On peut voir une belle communauté en YouTube des conlangers, donc Constructed Language Creators. Ils créent des langues pour eux-mêmes. Ils ne s'intéressent peut-être pas s'il y aura d'autres gens qui vont parler cette langue. Donc il y a l'intérêt linguistique, l'intérêt d'amplifier les possibilités de pensée et d'expression. Et alors, quel est l'intérêt de l'espéranto par rapport aux autres langues? Alors, je pense qu'il y a des gens qui apprennent l'espéranto pour le plaisir linguistique, mais il y a aussi des gens qui puis découvrent la communauté, aiment bien les rencontres internationales, aiment bien les échanges, aiment bien les idées qui se trouvent derrière la langue, les idées de fraternité, de tolérance, d'humanité sans frontières. Toutes les valeurs dont tu parlais tout à l'heure en tant qu'espérantiste. Aussi les valeurs pragmatiques, pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui apprennent l'espéranto pour utiliser Passport a Servo, un service d'hébergement gratuit entre espérantophones partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont motivés par ça. Pour pouvoir voyager? Oui, pour voyager, pour être hébergé gratuitement chez d'autres espérantistes, pouvoir rencontrer des gens lors de ces voyages et visiter avec eux, avoir la perspective de quelqu'un qui est local. Ok. Danke per la interview. Kaj dankego vi, estas tre plezure ĉiam vidi la volontulojn de Tuluzo. Mi vere ŝatis Tuluzon, mi diras la veron, mi vere amis mian volontladon tie. Kaj mi esperas, ke ni povus iom kunlabori iom pli proksime. Bone. Bonan tagon al vi kaj ĝis. Ĝis revido, plezure vidi vin.